Bonjour, bonjour Véronique et bonjour Vincent. Peut-être démarrer une question pour vous, Véronique, sur le sujet de la souveraineté numérique appliquée à l'énergie. On sait que la souveraineté énergétique, c'est un élément clé de notre économie, notre société. Et je voulais savoir finalement comment vous voyez cette souveraineté numérique et s'il existe une souveraineté énergétique sans souveraineté numérique. Quelle est votre vision de la souveraineté numérique chez EDF ? Alors, déjà, vous avez raison, la maîtrise de l'énergie est un élément de souveraineté et la France a fait le choix de la souveraineté énergétique et EDF est acteur de cette souveraineté énergétique, notamment avec le nucléaire. Et dans un monde qui est de plus en plus numérique, la maîtrise des technologies est évidemment un élément de souveraineté et nous en avons déjà beaucoup parlé ce matin. Et le monde de l'énergie, comme beaucoup d'autres secteurs, est un monde où le numérique est de plus en plus présent. Il est présent dans la production, qui elle-même est de plus en plus décentralisée. Il est présent dans l'optimisation du système électrique. Il est présent dans la distribution. Il est présent dans tous les environnements que nous mettons à disposition de nos salariés. Et présent aussi pour développer les services qui accompagnent la transition énergétique. Et face à cette urgence climatique, l'innovation est un levier majeur pour EDF et le numérique est lui-même un levier majeur d'innovation. Et avec la R&D, avec tous les métiers d'EDF, avec les équipes du numérique dont Vincent va nous parler, eh bien, nous travaillons ces technologies que je ne vais pas toutes citer, mais c'est l'IoT, c'est l'IA, c'est la blockchain, enfin, toutes ces technologies qui vont faire le monde de demain et qui vont servir nos clients, qui vont servir la transformation interne de l'entreprise et qui vont servir la transition vers ce monde bas carbone. Alors quand je vous parle du monde de demain, ce monde, on le voit déjà aujourd'hui. Vous regardez nos villes, nos maisons deviennent connectées. On parle de smart city, de smart home. Ces villes, ces maisons permettent d'optimiser leur consommation d'énergie. Les compteurs deviennent communicants et permettent aux clients, aux territoires, d'être acteurs de leur consommation. Et les gens qui nous écoutent connaissent peut-être notre application qui s'appelle e-Équilibre et qui permet de maîtriser sa consommation d'énergie, déjà de la comprendre, de la comparer à des foyers comparables et de faire des économies sur sa facture. Vous savez que nos clients, certains de nos clients qui utilisent fréquemment cette application e-Équilibre font jusqu'à 12% d'économies sur leur facture d'électricité. Autre élément, avec la transition du véhicule thermique vers le véhicule électrique, nous développons le smart charging. C'est quoi le smart charging ? Eh bien, les batteries des véhicules en stationnement deviennent des solutions de stockage de l'énergie au moment où l'énergie est abondante et elles vont venir, ces batteries, alimenter le réseau lorsque nous avons besoin d'énergie, lorsqu'il y a besoin d'électricité. Donc vous voyez que c'est une façon d'éviter la pointe. On imagine bien que si chacun rentre le soir avec son véhicule électrique et branche son véhicule, on risque d'avoir une pointe. Eh bien, c'est une façon d'éviter la pointe et au contraire, encore même, de la lisser, cette pointe. Et c'est une opportunité pour le développement des énergies renouvelables. Alors, je vous ai parlé de Smart City, de Smart Home, de Smart Charging, mais dans nos domaines, nos industries, elles aussi, deviennent smart. Prenez le nucléaire, qui est une industrie qui n'est pas née à l'ère du numérique, en tout cas pour le parc en exploitation. Eh bien, nous avons dans le nucléaire des jumeaux numériques, des jumeaux de nos centrales nucléaires qui permettent de se déplacer dans la centrale comme si on y était, avec pourquoi pas un casque de réalité virtuelle, un peu comme on le ferait avec Google Street View, pour préparer une maintenance ou pour former les futurs intervenants dans un bâtiment réacteur, par exemple. Autre exemple, avec
tout notre parc en exploitation, nous avons des dizaines d'années de données que nous avons accumulées sur notre parc de centrales. Et toutes ces données, avec l'analyse de données que nous pouvons en faire, nous permettent d'optimiser la production, d'optimiser les maintenances. Donc je vais arrêter là les exemples, mais vous voyez que ce monde de l'énergie est de plus en plus numérique et que naturellement la maîtrise de ces technologies est essentielle pour la souveraineté. Alors, je ne sais pas si vous étiez sur site déjà ce matin quand Pierre Fortier et Léo Isaac, Doniens de chez Capgemini Invent, nous ont fait un peu un tour d'horizon, un état des lieux des technologies liées à la souveraineté numérique, évidemment 5G, Edge, quantique. Vincent, quelles applications vous paraissent les plus critiques aujourd'hui ? Alors, effectivement, on était présents quand Pierre et Léo, et également quand Nicolas décrivait un peu notre activité comme des ensembliers technologiques. Et en fait, c'est vraiment ce que l'on est. Et je pense que l'exemple qu'a donné Véronique à l'instant est très bon, celui des jumeaux numériques, parce qu'en décortiquant un peu ce qu'il y a derrière le jumeau numérique, on comprend bien les technologies qui, pour nous, sont réellement vitales et souveraines. Souveraine au sens, il faut en maîtriser le fonctionnement parce qu'ils conduisent à piloter correctement toutes les unités de production, à piloter correctement le réseau électrique et globalement à rendre le service vital qui est celui de la fourniture de l'énergie. Alors en décortiquant, on a des senseurs, donc l'Internet des objets, des capteurs que l'on a par exemple au niveau hydroélectrique, où on mesure les niveaux d'eau, les températures d'eau, on mesure le niveau du manteau neigeux pour savoir quelle est la ressource encore dont on peut disposer au niveau des barrages. On mesure tout un ensemble d'éléments également dans les centrales, des petites vibrations ou de la quantité. Tous les capteurs sont absolument essentiels, tout ce qui est IoT. Exactement. On est sur le cœur du sujet, l'Internet des objets. C'est la première technologie qu'il faut maîtriser. La deuxième, en décortiquant toujours le jumeau numérique, il est dans le réseau. Le réseau qui permet d'acheminer de manière sécurisée et fiable, avec un temps de latence faible, avec une quantité d'objets toujours croissante, donc les réseaux 4G, la 5G. On est en train de déployer dans l'ensemble de nos centrales nucléaires des réseaux aujourd'hui 4G complètement sécurisés parce que c'est une technologie bien maîtrisée avec nos partenaires Thales et Ericsson qui les déploient aujourd'hui. Et on va tester la 5G parce qu'on sait que sur ces unités-là, le nombre d'objets va augmenter, qu'aujourd'hui les fonctions qui sont limitées à de la supervision et on va dire de la maintenance, mais pas en temps réel, pourra progressivement évoluer vers de la sûreté et des actions de temps réel nécessitant du fonctionnement local et également une latence faible. Et c'est en ça que la 5G va nous aider. Et ça nous pousse à une autre technologie, je ne rentrerai pas dans le détail, mais qui a été décrite ce matin également par Léo en particulier et Pierre, autour de l'Edge Computing, qui va nous permettre d'avoir un environnement technologique permettant un temps de latence faible et un traitement des données au plus près et une capacité de fonctionnement autonome, également pour des besoins de résilience. Donc en remontant les technologies, on est sur l'Edge. En remontant encore au-delà, on est sur l'intelligence artificielle, parce qu'avec toutes ces données, qu'est-ce qu'on veut en faire ? On veut pouvoir faire de la prédiction. On peut pouvoir savoir quel est le bon moment pour faire de la maintenance. On peut pouvoir rechercher quelles sont les périodes où ce type de données ont été relevées et avoir justement une aide à la décision. Et c'est vraiment ça l'objet également de l'intelligence artificielle. Et c'est l'ensemble de ces technologies que l'on cherche finalement à maîtriser pour développer des jumeaux numériques de nos unités de production, mais également des jumeaux numériques dans d'autres domaines comme l'efficacité énergétique, où nous avons monté un partenariat avec la SNCF et une de nos filiales d'Alkia par exemple, pour optimiser l'efficacité énergétique de l'ensemble de leurs bâtiments, justement pour pouvoir, à partir de tout un ensemble de capteurs. Et c'est aussi ça l'ambition de ces nouvelles technologies. Nous avons également d'autres domaines plus amont sur lesquels nous cherchons à développer des compétences. On en parlera un peu plus tard, je crois, mais le quantique est un vrai sujet. On travaille, je crois, avec une start-up qui viendra présenter ça juste après nous, Pascal, je crois. Exactement, ouais, tout à fait. Tout à fait. Et on a fait quelques tests avec eux. Un des tests, un des exemples très concrets, Véronique parlait du smart charging. C'est un point extrêmement important. Mais quand vous imaginez demain plusieurs millions, dizaines de millions
de foyers équipés de systèmes de ce type-là, qui doivent se charger tous au même moment, quand ils rentrent chez eux, entre 18h et 20h le soir. C'est une vraie problématique d'équilibre du système électrique, de savoir qu'est-ce qu'il faut prioriser, comment il faut le prioriser. Et c'est un problème extrêmement complexe. Et on a fait un certain nombre de simulations déjà avec les capacités de calcul et notre R&D de Pascal. Et c'est typiquement pour ce type de cas d'usage que le quantique est réellement vital. Ensuite, j'ai parlé du edge computing. Il y a d'autres technologies sur lesquelles on pourra revenir, comme la blockchain, par exemple, dans laquelle on a pas mal d'initiatives et sur lesquelles il y a pas mal de cas d'usage. Alors tout ça, ça montre l'omniprésence des technologies du numérique dans les projets actuels ou les projets qui sont en train de se construire. Hein. Vous parlez de la 5G, vous parlez du quantique. La question qu'on se pose par rapport à votre domaine d'activité qui est si stratégique, c'est celui de la sécurité, de la cybersécurité. Donc vous qui êtes le patron des systèmes d'information groupe, est-ce que vous dormez bien chaque soir ? J'essaye de bien dormir et c'est mieux pour pouvoir traiter des événements, d'être reposé si jamais ils venaient à advenir. Et il est vrai aussi que les événements récents incitent à la prudence. SolarWinds en début d'année et beaucoup plus récemment dans un domaine qui est assez proche du nôtre, Colonial Pipelines, dans le côte est États-Unis. Où tout a été. Là, il y a seulement quelques jours. Il y a quelques jours. C'est vraiment on voit très bien chaud, l'impact que peut avoir. D'où notre question. Hein. D'où notre question. Alors, c'est évidemment un sujet de préoccupation majeure. C'est évidemment aussi, je pense que tout le monde le partage aujourd'hui, qui a explosé avec les événements qu'on a connus, avec le développement du numérique, un usage à domicile, qui fait que finalement la surface d'exposition des systèmes d'information internes aux entreprises a été de plus en plus exposée à des menaces externes. Donc, dans la conception interne de nos systèmes d'information, aujourd'hui, le cyber, il est, et ça paraît classique en le disant, mais c'est vraiment by design, c'est-à-dire avec une évaluation de risque, une acceptance des risques, une acceptation des risques. Et ensuite, il y a des actions très concrètes que l'on mène. Concrètement, on agit à différents niveaux. On pourra y revenir sur le sujet du cloud pour avoir des environnements de services numériques sécurisés qui nous permettent de protéger nos données. On a une action très forte, notamment sur tout ce qui est collaboratif, visioconférence, pour avoir des environnements vraiment dont on peut garantir jusqu'à un certain niveau la sécurité des données. Donc ça, c'est le premier niveau sur lequel on agit. Ensuite, sur la sécurité de nos réseaux, on a une R&D également extrêmement active qui a conduit à créer avec des partenaires une société qui a développé un outil pour permettre d'isoler complètement, par exemple, des réseaux industriels, des réseaux tertiaires informatiques, avec ce qu'on appelle une diode et un gap électronique qui permet de séparer complètement ces réseaux d'interaction avec des réseaux tertiaires et de pouvoir les isoler complètement. Il y a possibilité d'envoyer des informations pour les superviser, mais le sens inverse est complètement bloqué. Donc ça, c'est quelque chose qui est issu de notre R&D qu'on a développé avec une société qui s'appelle SecLab. Ensuite, il y a des travaux que l'on fait bien sûr au niveau réglementaire, parce que l'exemple que Crédit Agricole a cité sur la réglementation, elle doit être également symétrisée dans la sphère de la cybersécurité dans des domaines équivalents. Il faut que tous les acteurs du domaine électrique, de l'énergie, soient assujettis à la même réglementation. Je pense en particulier à Nice V1, qui impose un certain nombre de règles de contrôle de sécurité, de déclaration d'événements, à l'ANSSI en particulier. Et aujourd'hui, l'ensemble des acteurs qui contribuent au bon fonctionnement du système énergétique ne sont pas tous assujettis à cette réglementation-là. Et un des enjeux, c'est de faire en sorte que la NIS V2, justement, puisse également être applicable à ces acteurs-là. Et on est aussi très actif, du coup, dans ces sujets-là pour faire en sorte que la cybersécurité englobe de manière holistique l'ensemble du système énergétique. Là, vous faites allusion aussi à ces acteurs, ces applications qui viennent se greffer aux
au système énergétique plus traditionnel. Tout à fait. Ce sont des acteurs qui nous fournissent des services de télécom, des services d'IoT, effectivement, l'ensemble des services qui contribuent au bon fonctionnement du système énergétique. D'accord. Véronique, dans l'étude ce matin qui s'intitule « Les grandes entreprises face aux défis de la souveraineté numérique », vous avez insisté sur l'idée que la souveraineté technologique et numérique repose sur cette notion de confiance. Pourquoi est-ce que c'est si important ? En effet, j'ai insisté sur cette notion de confiance pour bien marquer que la souveraineté, c'est certainement pas du repli sur soi. C'est certainement pas de l'autarcie. La souveraineté, c'est beaucoup avoir le choix, ce que partageaient tout à l'heure les gens du Crédit Agricole qui se sont exprimés sur le sujet. La souveraineté, c'est avoir le choix des technologies, choisir les technologies que l'on va utiliser, choisir les partenaires avec lesquels nous allons travailler. Donc c'est d'abord avoir le choix. Avoir le choix, c'est le début de la souveraineté. La souveraineté, c'est aussi la transparence. Par exemple, c'est savoir où vont être stockées vos données. C'est la transparence sur un algorithme, par exemple. On a parlé aussi de l'explicabilité de l'IA. C'est quelque chose sur lequel nous travaillons avec d'autres industriels que sont Thales et Total. La R&D travaille sur cette explicabilité de l'IA parce qu'un algorithme, ça ne peut pas être une boîte noire. Donc c'est tous ces sujets-là. Ce sont tous ces sujets qui sont importants pour la souveraineté. Et enfin, on l'a déjà dit beaucoup, mais la souveraineté, c'est la maîtrise des technologies, donc c'est la maîtrise des compétences. Nous devons avoir les compétences qui sont en mesure d'utiliser toutes ces technologies, d'en faire des services, de les opérer, de les maintenir. Et la compétence, c'est la formation. Donc la souveraineté, c'est beaucoup de choses, mais c'est certainement pas ce repli sur soi, et c'est beaucoup de formation pour faire en sorte que nous soyons en mesure d'utiliser toutes ces technologies. Juste une petite question peut-être sur ce sujet qui nous semble intéressant, c'est le sujet de la nécessité des alliances, des écosystèmes, de la capacité de s'associer avec les bons partenaires. Vous parliez tout à l'heure sur l'IA de cette association avec Total et Thales, hein, Véronique. Notre question, c'est peut-être comment vous voyez-vous ce système-là, c'est-à-dire comment vous voyez finalement cette capacité à dire nous pouvons finalement nous assurer que nous sommes souverains et indépendants, le groupe EDF, et on va utiliser les bonnes technologies. Je pense au cloud souverain, parce que vous avez fait des choses dessus aussi, et c'est peut-être intéressant de vous écouter, parce qu'on sait que ça va être un grand sujet aussi de cet après-midi, notamment avec OBS. Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est comment vous avancez concrètement sur ces alliances. Qu'est-ce qui se passe concrètement quand on a un grand groupe comme EDF et qu'on sait qu'il y a beaucoup, beaucoup d'enjeux sur ce sujet-là? Je peux peut-être commencer, tu compléteras, Vincent. Concrètement, nous pensons que la souveraineté, ça se passe aussi au niveau européen. Et vous avez mentionné Gaia-X. Nous sommes partie prenante dans Gaia-X. Nous sommes membres fondateurs de Gaia-X. Alors, Gaia-X, c'est une initiative qui vise à faire émerger un cloud européen, qui vise à faire émerger des standards, des critères, des attributs qui permettent de construire ce cloud européen. Parmi les critères, on va retrouver cette transparence du lieu où sont stockées vos données, transparence sur le fait que vos données sont ou non soumises aux lois extraterritoriales. Dans les critères, on retrouve aussi la portabilité, être capable de changer de fournisseur de cloud. Et là, on rejoint la notion de choix. Donc oui, nous sommes membres fondateurs de Gaia-X, parmi les 22 membres fondateurs de Gaia-X, parce que nous pensons que nous pouvons porter la voix d'un grand industriel, et un industriel qui est lui-même un élément de la souveraineté énergétique. Donc c'est la raison pour laquelle nous sommes très engagés dans Gaia-X. Et Gaia-X, c'est aussi ce que l'on appelle des espaces de données. Et donc, des espaces de données sont des lieux ou d'échange de données où, là aussi, nous allons définir des standards d'échange dans différents domaines. Et il existe un data space énergie, donc l'espace de données qui est dédié à l'énergie, dans lequel nous allons définir les standards d'échange pour les sujets de l'énergie. Et nous pilotons
le Data Space Energy, et nous travaillons avec beaucoup de partenaires, de grands énergéticiens européens, pour définir ensemble à la fois les standards d'échange, mais aussi pour identifier des cas d'usage qui seront porteurs de valeur et qui pourraient être mis en œuvre sur ces infrastructures de cloud de confiance. Peut-être pour compléter, effectivement, on agit à 3 niveaux. Le niveau européen, évidemment, le niveau français, et on agit déjà au niveau du groupe. On a une activité de recherche et développement extrêmement riche, plus de 2000 personnes qui travaillent sur des sujets très amont. La 5G, on en parlait, et ils se projettent déjà sur les technologies. Dirigé par Bernard Salat, que nous avons interviewé d'ailleurs dans l'étude. Exactement. Tout à fait, Thierry. Ensuite, il y a d'autres activités sur lesquelles il travaille. On y reviendra, la blockchain notamment. Au niveau français, on est très impliqué également dans l'écosystème et en particulier au niveau du club des DSI des grandes entreprises, le CIGREF. Véronique parlait du cloud de confiance. Et effectivement, il y a quelques semaines, le 17 mai, Cédric O annonçait justement la stratégie nationale pour le cloud avec une définition du label cloud de confiance reprenant finalement les exigences de sécurité SecNum Cloud et les exigences d'immunité aux lois extraterritoriales, qui sont 2 points importants. Au niveau du CIGREF, un ensemble d'entreprises qui ont exprimé collectivement le besoin de disposer justement de ces ressources numériques de cloud de confiance, ont rajouté une 3e exception qui est celle dont parlait Véronique, qui est la maîtrise de la dépendance. Et la maîtrise de la dépendance, on l'entend comme étant des capacités de réversibilité, des capacités de portabilité, de transparence. Et tous ces éléments-là, on les a produits dans un référentiel qui vient d'être publié avec plus de 300 ou 400 exigences et qui vont nous permettre à la fois d'alimenter les réflexions du gouvernement sur la déclinaison fine du label cloud de confiance et également le niveau européen Gaia-X, et c'est là où je conclurai mon intervention, car c'est à ce niveau-là, je pense, qu'un certain nombre de règles de bon fonctionnement et de confiance doivent être édictées. Ces labels-là s'appliqueront tant aux services d'infrastructure qu'aux services applicatifs, et nous proposerons ce label-là, le label de confiance de niveau maximum qui impose une sécurité maximum, qui impose une immunité aux lois extraterritoriales et qui impose une capacité de réversibilité forte. Mais, car on le sait bien, il va falloir être ouvert et savoir composer également avec un certain nombre de fournisseurs. Préciser également, peut-être qu'au niveau juridique, on ne veut pas forcément être immune, mais on veut savoir dans quel contexte et dans quel cadre le règlement juridique sera appliqué. Et de même, en termes de réversibilité, peut-être qu'on ne veut pas avoir l'ensemble des exigences de réversibilité, mais savoir dans quel cadre ça doit pouvoir fonctionner. Et donc, c'est cette souplesse-là que l'on propose. Et je crois que cet après-midi, un responsable de Gaia-X doit intervenir. Francisco Bonfiglio, oui. Et il pourra probablement préciser ces éléments-là. Et le groupe EDF, en particulier, est impliqué au niveau national, dans le cadre du CIGREF, et au niveau européen, dans le cadre de Gaia-X, en étant membre du board de Gaia-X, pour justement faire en sorte que ces écosystèmes qui sont indispensables pour l'émergence de services numériques de confiance puissent être au plus proche des attentes d'industriels comme un industriel de l'énergie. Et c'est la raison pour laquelle Gaia-X a intégré dans l'écosystème, alors je ne suis pas au même niveau de gouvernance j'imagine, mais des acteurs américains comme Amazon Web Services, Microsoft Azure ou Google. Alors tout à fait. Il faut bien préciser plusieurs choses. Déjà, premièrement, effectivement, Gaia-X est un écosystème ouvert en termes de membres. Par contre, ce qui est important ensuite, ça sera les services qui seront proposés et qui seront labellisés au niveau des labels présentés et proposés par Gaia-X. Autre point important, la gouvernance de Gaia-X, les décisions prises sur le contenu même des labels est pris au niveau du board où ne peut être membre que des acteurs uniquement européens. D'accord. Okay. Alors, je crois que c'était votre souhait de parler un petit peu plus de ce sujet. Ça tombe bien parce qu'on a une question. Mais comment est-ce que vous utilisez la blockchain et quelle valeur apporte-t-elle ? Oui, merci. Effectivement, on n'a pas creusé ce point-là. En fait,
on croit beaucoup à la blockchain et je n'en parle pas effectivement au Crédit Agricole parce que je pense qu'au niveau des fintechs, c'est un sujet également, sans parler de monnaie crypto. La blockchain est importante pour nous parce que sur plusieurs aspects. Déjà, d'un point de vue purement métier, la blockchain, par exemple, est un outil, est un registre de confiance distribué qui permet, par exemple, de tracer l'origine de l'énergie. Quand on veut faire des offres d'énergie verte, c'est un outil qui nous permet de développer ce type d'offres. Donc ça, ce sont typiquement des cas d'usage que l'on creuse et on a des expérimentations, même plus que ça, qui permettent justement par la blockchain de prouver l'origine et la traçabilité de l'énergie. Ensuite, sur la mobilité électrique, on doit pouvoir tracer des recharges. On est en train de faire un test pour savoir quand vous, à la maison, vous rechargez votre véhicule, vous puissiez définir est-ce que cette recharge est à des fins professionnelles pour mon véhicule ou parce que je fais un trajet professionnel ou à des fins personnelles. Et pour ça, la blockchain peut être un outil également intéressant. Autre sujet, dans nos dispositifs de centrales nucléaires, par exemple, on a toute une batterie de tests formels à faire où il faut certifier les résultats. Le fait de disposer d'une blockchain permet d'enregistrer dans cette blockchain les résultats et de rendre complètement objectif l'épreuve de ces résultats. Donc tous ces cas d'usage-là, on les instruit parce que la blockchain est un principe de confiance répartie. Mais au-delà de ça, comme on a développé une certaine expertise et qu'on a un certain nombre de capacités, notamment au niveau des HPC, des calculateurs haute performance, un certain nombre de filiales ou de entreprises ont été créées. La première, Archipel, qui a été faite d'ailleurs avec La Poste, Engie et la Caisse des dépôts, est un consortium qui, dans une blockchain, enregistre tout un ensemble de preuves d'identité, par exemple des certificats de domicile que vous devez produire, et que l'utilisateur c'est la facture EDF qui justifie de ça. La facture EDF, par exemple, ou la facture Engie, ou la facture de La Poste, ou d'autres documents. Et l'intérêt de cette blockchain, c'est d'avoir ensuite des tokens, des éléments d'identité dont l'usager peut se servir pour justifier de cette identité dans une autre procédure. Donc ça, c'est le cœur de fonctionnement de l'archipel. Et dans l'identité de demain, cette identité qu'on appelle en termes anglo-saxons la self-sovereign identity est quelque chose auquel on croit et une preuve construite avec une maîtrise des données et des données uniquement limitées à leurs usages. Quand vous voulez accéder à un site, on doit pouvoir savoir, par exemple, que vous avez plus de 18 ans. On n'a pas besoin de savoir qui vous êtes, mais uniquement le fait que vous avez plus de 18 ans. Et ce type de procédure permettra d'arriver à ce type de fonctionnement-là. Donc ça, c'est d'une possibilité sous-jacente de la blockchain. Une autre, c'est Exaion, une société que l'on a montée qui fournit quelque part de la blockchain as a service, qui est une filiale complète d'EDF et qui récemment a proposé un service d'émission de titres en lien avec la Société Générale et sa filiale Forge pour une émission de titres. Je crois que c'était de la Banque d'investissement européenne qui a mis effectivement, c'était pas des actions, en tout cas des titres financiers. Et Exaion était au cœur de ce dispositif d'une de ses premières émissions à base de blockchain. Nous arrivons presque à la fin de cette interview. Peut-être vous avez un dernier message pour clôturer. Sur la souveraineté numérique, bien évidemment. Oui. Écoute, moi, ce que je peux témoigner sur la souveraineté numérique, c'est que je me réjouis de voir cet observatoire sur la souveraineté numérique, parce qu'on a vu aujourd'hui combien c'était important, combien il y a de sujets à travailler, et le fait de prendre en main ces différents sujets avec le monde académique, avec les secteurs privés, avec le secteur public, eh bien, c'est une façon de réellement avancer sur ces sujets qui sont fondamentaux pour la souveraineté tout court. Eh bien, merci beaucoup, Véronique Lacour, Vincent Nibal. Merci infiniment.